Pendant quelques années, tout allait plutôt bien. Notre vie était bonne, peut-être même meilleure que nos jours de lune de miel. Emma semblait heureuse, mais pas tout à fait satisfaite. Elle a commencé à parler de toutes ces choses chics qu'elle voulait, des choses que nos maigres salaires ne pouvaient pas couvrir. Elle me harcelait souvent pour savoir si mon père, qu'elle pensait riche à cause de sa part dans la concession automobile, pouvait nous aider davantage. J'ai évoqué l'idée de fonder une famille, mais Emma n'en voulait pas. Elle était déterminée à attendre que nous soyons pleins aux as avant même de penser aux enfants. Elle avait tout un plan pour quitter son travail et devenir mère à temps plein quand le moment serait venu. Nous étions mariés depuis presque 2 ans lorsque tout a dérapé. Mon vieux est mort d'une crise cardiaque au travail. Je vendais des voitures d'occasion quand j'ai entendu un vacarme dans l'atelier. Je me suis précipité juste à temps pour voir mon père rendre son dernier souffle, juste avant l'arrivée des secours. J'étais anéanti. Après avoir perdu ma mère, il avait été mon roc. Ma sœur Anna venait de terminer ses études universitaires un mois plus tôt et logeait chez nous en attendant de trouver un emploi. Elle avait du mal à faire face à la mort de papa, mais elle a toujours été plus forte que moi. Emma m'a soutenu pendant les préparatifs des funérailles et pendant quelques jours après. Elle n'a pas versé de larmes comme Anna et moi, mais elle était là pour moi. Mais une fois que la poussière est retombée, elle a commencé à me harceler au sujet du testament de papa et de sa publication. Ça m'a énervé, et je le lui ai dit, mais elle a continué. Environ 2 semaines après le décès de papa, Emma, Anna, moi, et un oncle et une tante venus de l'extérieur, nous sommes présentés pour la lecture du testament. Je pense que nous avons tous été abasourdis de découvrir que la part de papa dans la concession n'était que de 3% et qu'il avait une deuxième hypothèque sur la maison. Il s'est avéré qu'il avait utilisé l'argent de l'hypothèque pour acheter sa part de la concession. En résumé, après que sa part a été vendue au grand patron à un prix que nous ne pouvions pas négocier et que l'hypothèque a été remboursée, Anna et moi nous sommes retrouvés chacun avec environ 10 000 €. Emma n'a rien dit, mais je pouvais presque voir de la vapeur sortir de ses oreilles. C'était la fin de sa compassion et de son soutien. Elle est devenue une personne complètement différente après cela. J'ai fait de mon mieux pour raviver notre relation, mais Emma était froide comme la glace. 3 mois après la lecture du testament, je suis rentré chez nous, dans notre appartement minable, pour trouver Emma partie et une note posée sur une pile de papier. La note était brutale. « Salut Alan, je veux des enfants, mais tu ne peux pas les soutenir comme je le veux. Je pars. J'ai pris plus de la moitié de l'argent de notre compte bancaire pitoyable puisque je te laisse tous les meubles. N'essaie pas de me contacter. Appelle mon avocat si tu as besoin de quelque chose. Son nom est sur les papiers de divorce sous cette note. Bonne chance, Emma. » Oui, c'est exactement ce qui était écrit sous la note. Une pile de papiers demandant le divorce car nous ne pouvions tout simplement plus nous entendre. Je suppose que cela voulait dire que je n'étais pas la vache à lait qu'elle pensait que je serais, donc je ne valais pas la peine de rester. J'étais juste son premier tremplin vers une vie meilleure. J'ai essayé de la contacter, mais son avocat a continué d'insister sur le fait qu'elle ne voulait pas me parler. Mon cœur était en morceaux car j'aimais vraiment cette femme. Comment avais-je pu être si aveugle au fait qu'elle ne m'aimait jamais en retour ? Dieu merci, Anna était toujours en ville et avait un travail décent. Puisque je ne pouvais plus me permettre l'appartement tout seul, j'ai vendu les meubles et j'ai logé chez elle pendant un moment. Si ce n'était pas pour Anna, j'aurais probablement complètement perdu pied. Pendant les 6 semaines suivantes, je me suis juste laissé porter par les événements. Puis j'ai appris par des indiscrétions qu'Emma était installée avec un promoteur immobilier fortuné et portait des vêtements de maternité. Là, j'étais vraiment furieux. J'ai rappelé son avocat et j'ai exigé de voir Emma. Il m'a asséné une autre bombe. En fait, Monsieur Easton, j'étais sur le point de vous appeler. Emma est enceinte et va modifier sa demande de divorce pour demander une pension alimentaire pour enfants. J'étais à nouveau abasourdi. Je venais tout juste de signer un divorce à l'amiable, partageant nos finances comme Emma l'avait déjà prévu, sans pension alimentaire dans un sens ou dans l'autre. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Fini la gentillesse, grognai-je à l'avocat. Dis à cette putain d'intéressée que si elle essaie d'obtenir une pension alimentaire pour enfants,
je demanderais un test de paternité immédiatement et retirerais mon consentement au divorce. J'ai entendu dire qu'il existe des moyens de vérifier la paternité avant même la naissance de l'enfant. Si c'est le mien, je paierai le test. Sinon, c'est elle qui paiera et je demanderai le divorce pour cause d'adultère en exigeant une pension alimentaire pour enfants et un nouveau partage de nos biens. Tu as compris, enfoiré ? Ai-je hurlé en raccrochant violemment. Je n'ai jamais reçu de documents officiels demandant une pension alimentaire pour enfants car je savais très bien que ce bébé n'était pas le mien. Mais maintenant, tout mon amour pour Emma s'était transformé en pure rage et haine. Lorsque le divorce a finalement été prononcé 2 mois plus tard, Anna est rentrée du travail pour me trouver ivre-mort et marmonnant. Même à travers mon cerveau embrumé par l'alcool, je ne l'avais jamais vue aussi furieuse. Elle m'a traité de tous les noms et m'a dit clairement de me ressaisir et de me réjouir que, salope, soit sortie de ma vie. Anna m'a ensuite poussé dans la chambre, a claqué la porte et a crié « Ne sors pas avant d'être sobre, abruti ». Je me suis évanoui, me complaisant dans l'auto-apitoiement. Quand je me suis réveillé, j'ai senti l'odeur du bacon et des œufs qui cuisinaient. Anna était dans la cuisine. J'ai appelé nos 2 boulots pour leur dire qu'on ne viendrait pas avant midi, a-t-elle dit en me faisant signe de m'asseoir alors qu'elle posait une assiette de nourriture anti-gueule de bois devant moi. Pourquoi ? Ai-je demandé, perplexe. Parce qu'on va avoir une discussion, et il va probablement falloir du temps pour te faire comprendre ce que tu dois faire. Voilà pourquoi, a-t-elle dit. Comme je l'ai dit, Anna était dure comme de la pierre. En l'espace de 2 heures, Anna m'avait convaincu que je devais déménager à au moins 500 km, obtenir au moins un diplôme d'associé en allant au collège communautaire le soir, et soit passer à autre chose avec cette garce, soit obtenir de l'aide professionnelle si je ne pouvais pas le faire. En l'espace d'1 mois, j'étais parti. J'ai déménagé dans un endroit où la construction était en plein essor, j'ai trouvé un emploi de bricoleur, j'ai loué un appartement bon marché et je me suis inscrit à des cours du soir au collège communautaire local, commençant 2 mois plus tard. Une fois que mon corps s'est habitué au travail manuel, j'ai réalisé que j'aimais en fait être en meilleure forme qu'à l'époque où je jouais au soccer. J'ai aussi compris que mes professeurs de lycée avaient raison d'être déçus par mes notes, car lorsque j'ai vraiment mis des efforts au collège communautaire, j'ai découvert que je pouvais être un étudiant brillant. Même avec les cours du soir, j'ai obtenu un diplôme d'associé en génie civil et en commerce en seulement 2 années scolaires et 2 sessions estivales. Je n'ai pas eu de relations amoureuses. Je sortais faire la fête peut-être 1 fois par semaine, bien que quelquefois j'ai trouvé quelqu'un avec qui m'amuser. Mais aucun d'eux n'arrivait à la cheville d'Emma, alors ils ne m'ont jamais fait penser à elle. En fait, j'étais plutôt fier d'avoir réussi à l'effacer de ma mémoire. 2 ans et demi après mon déménagement, j'ai décroché un poste de manager dans la même entreprise de construction où j'avais commencé comme manœuvre. J'étais devenu proche du contremaître, et à travers lui, du propriétaire. Ils pensaient tous les 2 que j'avais du potentiel. Mon salaire était désormais 4 fois supérieur à ce que je gagnais au début, et j'avais réussi à économiser une belle somme d'argent puisque les frais de scolarité du collège communautaire étaient presque nuls. Le week-end après avoir obtenu mon nouveau poste, j'ai décidé de me faire plaisir en engageant une escorte au lieu de simplement chercher une aventure d'un soir au hasard. J'ai trouvé une agence grâce à un pote qui a garanti pour moi, et j'ai choisi René à partir des photos de leur site web. Le prix était élevé, 900 $ pour 3 heures, mais je me suis dit que je le méritais. Quand René est arrivée chez moi à 20 h le samedi soir, elle était 2 fois plus belle en personne que sur les photos. Elle a fermé la porte derrière elle, et nous nous sommes évalués sans dire grand-chose à part « Salut, je suis René » et « Hey, je suis Alan ». Étonnamment, ce n'était pas du tout gênant. Mes 2 nuits folles avec elle ont soulevé un problème inattendu. J'ai commencé à penser à Emma à nouveau. Je me souvenais à quel point ma vie était géniale à l'époque, et à quel point j'avais été complètement trompé. Toute cette colère et cette haine sont revenues en force. Quand mes amis ont commencé à me traiter d'abruti, j'ai réalisé ce qui se passait. Ma sœur Anna m'a dit que j'avais besoin de consulter un psy. Voir un thérapeute m'a aidé. Au moins, j'ai arrêté d'être un connard avec mes amis et mes collègues. Après 3 séances le premier mois, puis environ 1 par mois pendant 1 an, elle m'a donné son avis.
Alan, tu as plus de colère et de haine en toi que n'importe quel patient sain que j'ai jamais eu, m'a dit le docteur Bennett, regardant par-dessus ses lunettes. J'ai bien peur que la thérapie régulière ne suffise pas. Toute cette colère et cette haine ne te font pas de bien que tu n'aies pas encore eu de problème de santé, probablement parce que tu es toujours en grande forme. Donc, il n'y a aucun espoir que je m'en remette un jour ? Ai-je demandé, me sentant assez déprimé. Il faudra un événement majeur pour te sortir de là. Tu ne pourras te débarrasser de tes sentiments pour Emma que par hasard, pas grâce à ce que je pourrais te dire. J'espère que cela arrivera bientôt. Est-ce que cela signifie que nous en avons fini ici ? Ai-je demandé, perplexe. Ce serait gaspiller ton argent de continuer à venir chaque mois. Tu es toujours mon patient, mais je te conseillerais de venir faire un suivi tous les 6 à 9 mois et de m'appeler en cas d'urgence. Je veux que tu guérisses complètement. Parce que sans cela, tu risques de ne pas avoir de vraies relations. Mais je ne peux rien faire de plus avec une thérapie régulière ou des médicaments. Merci d'avoir été franche avec moi, Dr Bennett, ai-je dit en me levant et en tendant la main pour la saluer. Je vous reverrai dans 6 à 9 mois si je ne fais pas de crise, ai-je dit en souriant. Bonne chance, a-t-elle dit en souriant et en me serrant la main. Cela faisait 9 ans que j'avais quitté ma ville natale quand j'ai eu l'occasion d'y retourner. J'étais encore jeune à 29 ans, mais j'avais gravi les échelons dans mon entreprise au point qu'ils envisageaient de me confier l'ouverture d'une nouvelle succursale là-bas. Le seul avantage serait de voir plus souvent Anna. J'étais toujours hanté par trop de souvenirs douloureux. Et bien que la colère et la haine ne soient pas parties, je les avais sous contrôle. Mon patron insistait pour que je repère au moins des emplacements pour une succursale dans ma ville natale, même si c'était une petite opération. Puisque cela me permettrait de voir Anna sur son terrain, et puisque je n'avais pas à m'engager à revenir vivre ici, j'ai accepté. Lorsque j'ai parlé à Anna, elle a insisté pour me mettre au courant au sujet d'Emma afin que je ne sois pas pris au dépourvu. Il s'est avéré que lorsque le marché immobilier s'est effondré, Emma a largué le type de l'immobilier tout comme elle m'avait largué. À tel point qu'elle était enceinte de son deuxième enfant lorsqu'elle l'a quitté pour un gestionnaire de fonds spéculatifs. Maintenant elle était Emma Ashton, étrangement toujours mariée à son troisième mari, le gars des fonds spéculatifs Kevin Ashton, et jouait le rôle de maman pour 2 filles, âgées de 6 et 8 ans. L'aînée avait été adoptée par Kevin Ashton, et la seconde était son enfant biologique. J'étais content qu'Anna me l'ait dit pour 2 raisons. Je n'étais pas le seul pigeon qu'Emma avait utilisé, et je détestais le type de l'immobilier de l'avoir éloigné de moi. J'ai loué une voiture à l'aéroport. C'était étrange, car il y avait eu une tonne de changements au cours des 9 dernières années, et je suis allé vérifier quelques propriétés. J'avais prévu de loger chez Anna et son mari Jeff jusqu'à ce que je trouve quelque chose de convenable. Je n'avais même pas parcouru 20 miles, à seulement 5 miles de la première maison que je devais visiter, quand j'ai eu un pneu crevé. J'ai appelé la compagnie de location et il leur faudrait 1 heure pour envoyer quelqu'un, alors je l'ai changé moi-même. J'avais oublié de mettre la clé à molette avec le reste de mes affaires, alors je l'ai jetée sur le sol devant le siège passager et j'ai repris la route. Je me suis arrêté à un feu rouge alors que des enfants sortaient d'une école privée chic. J'ai vu 3 mignonnes petites filles en uniforme scolaire traverser la rue et s'apprêter à monter dans une limousine. Le chauffeur tenait la porte arrière ouverte pour elles quand tout a dégénéré. Un SUV noir a dérapé. 3 gars en sont sortis, ont assommé le chauffeur et ont attrapé les filles qui hurlaient, leurs sacs à dos volant partout. Les kidnappeurs étaient de retour dans le SUV avec les 3 filles avant même que le feu ne passe au vert. Je n'ai pas réfléchi. J'ai accéléré à travers le feu, esquivant une voiture dans l'intersection, et j'ai percuté le SUV. Mon airbag s'est déclenché, tout comme celui du conducteur du SUV, mais il ne portait pas sa ceinture de sécurité et gémissait sur le siège avant alors que l'airbag se dégonflait. J'ai attrapé la clé à molette, me suis détaché, suis sorti de la voiture et ai sprinté vers le SUV qui s'était arrêté. Un gars avec un pistolet est tombé de l'arrière-côté passager, mais il titubait, et au moment où il a tiré, j'étais sur lui. Je l'ai assommé avec la clé à molette, et il s'est effondré au sol. Le 3e voyou est sorti de la portière arrière côté conducteur, a mis un couteau sous la gorge de l'une des petites filles terrifiées,
et m'a ordonné de lâcher mon arme. Je l'ai regardé calmement et ai dit d'une voix forte et claire, « Si tu libères la fille, je te laisse partir. Mais tu ne bouges pas d'ici avec elle. Si tu lui fais du mal, je te broie les noix avant de te tuer. Tu as 10 secondes pour décider, ensuite je viens te chercher. » Sur ces mots, j'ai levé ma main gauche et jeté un coup d'œil à ma montre et ai commencé à compter. 1, 2. Quand j'ai atteint 6, il a lâché la fille en pleurs et s'est enfui en courant. J'ai lancé la clé à molette sur lui et me suis senti comme un dur quand elle l'a atteint à l'arrière de la tête, le faisant tomber. J'ai marché jusqu'à lui, mis mon genou sur son dos et ai crié aux personnes choquées de l'école de l'autre côté de la rue d'appeler le 911. Apparemment, quelqu'un avait déjà composé le numéro, car les flics sont arrivés 2 minutes plus tard. À leur arrivée, 2 profs de l'école maintenaient le conducteur du SUV à terre, qui gémissait toujours, et 5 ou 6 parents ou autres enseignants réconfortaient les 3 petites filles effrayées. Les flics ont rapidement menotté les 3 voyous. Ils ont tous été chargés dans des ambulances pendant que je me faisais soigner pour une blessure par balle à mon bras gauche dont je n'avais même pas réalisé l'existence jusqu'à ce qu'un des profs me montre le sang. Le gars avec le pistolet était à terre et probablement mourant. Les 2 autres étaient amochés et saignaient, mais pas en danger de mort. Le chauffeur de la limousine a également été soigné sur place. Alors que les ambulances s'éloignaient et que je donnais ma déposition au lieutenant de police, et que le secouriste finissait de panser ma blessure, j'ai entendu les pleurs hystériques d'une femme courant vers les 2 filles kidnappées en criant « Maman, maman ». J'ai pris quelques grandes respirations quand je l'ai bien regardée. Putain d'Emma. Emma m'a repéré. Après le choc initial, elle est accourue vers moi en criant « Espèce de salaud, Alan. Je sais que tu as quelque chose à voir avec ça. Je sais que tu as kidnappé mes filles pour te venger de moi, espèce d'ordure. » Avant que je puisse réagir ou que les flics puissent intervenir, elle était sur moi. Elle m'a frappé 2 fois à la tête avec son sac à main avant que je puisse esquiver et que le flic ne l'attrape. « Cet homme a sauvé la vie de tes enfants, madame », a crié le policier en la maintenant au sol. Elle n'écoutait pas et continuait de m'insulter. Au loin, j'ai vu le policier enfin la calmer et les petites filles courir vers elle pendant que je montais dans la voiture du lieutenant pour terminer de donner ma déposition au commissariat. Ayant regardé suffisamment d'émissions policières à la télévision, je savais qu'il fallait insister pour que ma déclaration soit enregistrée sur vidéo. La principale question des policiers était comment j'avais obtenu la clé à molette si rapidement. Comme ma voiture de location était déjà à la fourrière, il leur était facile de vérifier mon histoire. Après ma déposition, ils m'ont demandé de rester, ce à quoi j'ai accepté, juste pour appeler ma sœur. Anna était choquée et a accepté de venir me chercher. J'ai dit au policier, « Ma sœur sera là dans une demi-heure, donc je m'en vais. »« Nous avons besoin que vous restiez un peu plus longtemps, » a dit le lieutenant. « Je ne reste pas à moins que vous ne m'arrêtiez, et si vous le faites, vous aurez affaire à ma plainte pour arrestation abusive, » lui ai-je répondu sèchement. Il a remarqué le changement dans mon attitude, de coopérative à hostile, et n'a pas insisté. « J'ai juste une dernière demande, » lui ai-je dit. « Je veux un mandat d'arrêt pour cette folle qui m'a frappé avec son sac à main. » « Elle était juste une mère contrariée, » a répondu le lieutenant. « Elle m'a agressé et je porte plainte. Soit vous me donnez un formulaire à remplir, soit j'irai voir la presse demain matin et demanderai au commissaire pourquoi vous ne prenez pas de mesures contre quelqu'un qui m'a agressé. » Au moment où j'ai rempli le formulaire, Anna m'attendait déjà. J'ai pris ma valise au policier, il l'avait visiblement fouillée, et je suis parti, recevant un gros câlin d'Anna. Bien sûr, l'histoire de la tentative d'enlèvement à l'école privée était en tête des informations télévisées ce soir-là et en première page le lendemain. Heureusement, la presse n'a pas pu me retrouver, car Anna et moi avions des noms de famille différents. Mais il semblait qu'un journaliste ou un autre avait parlé à tous les intervenants de la situation. Le lendemain, je suis allé voir un avocat pour poursuivre Emma pour diffamation et agression, et pour vérifier si les policiers l'avaient arrêtée pour agression. Il était ravi d'aider son nouveau client de haut profil. L'après-midi, j'ai vaqué à mes occupations. Tout le monde parlait du sauvetage, mais personne ne m'a reconnu et je suis resté discret. Tout a changé cette nuit-là.
Une des chaînes de télévision a agi rapidement et a obtenu des copies des images de vidéosurveillance des commerces et des caméras de rue, bien que l'école n'ait apparemment pas fourni une copie de ces images, les plus claires. Ils ont agrandi une photo de moi alors qu'on soignait ma blessure et ont dit plein de choses flatteuses sur ma performance et ma bravoure. C'était difficile à croire qu'on me traitait ainsi. J'ai été reconnu et les gens se bousculaient pour faire passer le message. Un journaliste a découvert où j'étais logé et bientôt ils m'évitaient tous. J'ai accordé des interviews brèves et sèches, minimisant mon rôle. D'une manière ou d'une autre, Emma a obtenu le numéro de téléphone de ma sœur. Je ne pensais pas qu'elle connaissait son nom de famille marié. Elle a appelé chez elle, essayant de me joindre pour s'excuser d'avoir pété les plombs, me remercier d'avoir sauvé ses enfants et demander à se rencontrer. Du moins, c'est ce qu'Anna a dit qu'il y avait dans le message vocal d'Emma. Je ne l'ai jamais écouté, j'ai dit à Anna de le supprimer et de lui dire de reculer si Emma appelait et qu'elle répondait. Le lendemain, avant de retourner au bureau, j'ai rencontré à nouveau mon nouvel avocat. Il avait tous les documents prêts pour ma poursuite contre Emma pour diffamation et agression. J'ai lu, signé et donné à l'avocat son acompte. Mon avocat m'a également dit qu'il avait parlé au bureau du procureur, leur rappelant la médiatisation de l'affaire, et demandé des nouvelles de l'arrestation et de la poursuite d'Emma. On lui a dit qu'ils étudiaient la question et qu'ils le recontacteraient. En rentrant chez moi en avion, je me sentais plutôt satisfait. J'ai honte de l'admettre, mais je pensais plus à pouvoir poursuivre Emma et au fait qu'elle me devait gros que de sauver ses 3 petites filles. Maintenant, ma colère et ma haine avaient un exutoire sain. De retour au bureau, j'ai raconté à mon patron les 2 propriétés lucratives que j'avais réussi à trouver, il était ravi. Bien sûr, la nouvelle de mon héroïsme a suscité une grande réaction dans ma ville aussi, et tout le monde autour de moi me félicitait. Le premier jour de mon retour, mon patron, le propriétaire de l'entreprise, et sa femme m'ont emmené déjeuner dans le restaurant le plus chic de la ville, où j'ai découvert à nouveau que j'étais devenu un peu une célébrité. Je profitais de mes 15 minutes de gloire. En rentrant au bureau après le déjeuner, j'ai reçu un appel téléphonique. Monsieur Easton, ici Bradley Simmons, a déclaré la voix distinguée à l'autre bout du fil. Bradley Simmons est un entrepreneur milliardaire, considéré comme l'un des 25 hommes les plus riches d'Amérique. Oui, et je suis sûr que vous m'appelez depuis la Maison Blanche avec le pape et le Dalai Lama à côté de vous, ai-je souri. Non, qui êtes-vous vraiment? Je suis désolé de t'appeler comme ça, Monsieur Easton, mais l'une des petites filles que vous avez sauvées l'autre jour est ma petite fille Elsie, et je vous appelle pour vous remercier et vous annoncer une bonne nouvelle. Si c'est une blague cruelle, ai-je dit. Je vous assure que ce n'est pas une blague, et après notre conversation, je vous donnerai un moyen de le vérifier. En parlant, je me suis convaincu que c'était vraiment Bradley Simmons. Je lui ai demandé de m'appeler Alan, et il m'a demandé de l'appeler Brad. Il était vraiment reconnaissant envers moi, me disant à un moment donné que sa petite fille de 8 ans, Elsie, était la prunelle de ses yeux, et qu'elle aurait probablement été rançonnée, mais aurait probablement été tuée que ce soit s'il payait ou non, car les kidnappeurs avaient des casiers judiciaires remplis de crimes violents. Il a conclu notre conversation téléphonique avec une nouvelle assez douce. Alan, je te dois gros, et je paye mes dettes. Si tu as besoin de mon aide un jour, que ce soit pour un travail, une recommandation, un voyage en Europe, quoi que ce soit, il te suffit de m'appeler et c'est à toi. Ma secrétaire t'enverra mon numéro de portable personnel par email. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas le donner à quelqu'un d'autre. C'est vraiment sympa de ta part, Brad, et je te promets que je le garderai précieusement, ai-je répondu. Une dernière chose, ne t'inquiète pas pour ta voiture de location que tu as utilisée pour sauver la vie de ma petite fille. C'est réglé. J'étais sûr que j'allais devoir payer la voiture de location que j'avais endommagée, ou que mes primes d'assurance allaient exploser, même si je devais seulement payer la franchise. J'ai appelé le numéro de la compagnie de location de voitures que Brad m'avait donné et j'ai été choqué d'apprendre que c'était le bureau du président. Lorsque j'ai donné mon nom à la réceptionniste, j'ai été immédiatement mis en relation avec elle. Bonjour, Monsieur Easton. Je suis Catherine Thames, la présidente de la société XYZ.
Je tiens à vous dire personnellement que nous sommes vraiment fiers de ce que vous avez fait, et pour la première fois que je me souvienne, nous sommes heureux qu'un de nos véhicules ait été endommagé. Je tiens à vous assurer que non seulement vous ne serez pas facturé pour les dommages causés à la voiture, mais nous avons remboursé le montant de votre location sur votre carte de crédit. J'étais stupéfait, et après avoir balbutié quelques remerciements, j'ai décidé de satisfaire ma curiosité. Je suppose que M. Bradley Simmons n'a rien à voir avec cela, ai-je dit. Thames Harry. En fait, la société holding de Brad possède XYZ, et c'est lui qui a attiré mon attention sur votre situation, bien que j'ai bien sûr vu des vidéos de vos actes héroïques à la télévision. Cependant, même si tu n'avais pas sauvé la petite fille de Brad, je t'assure que nous aurions fait exactement la même chose. Merci, ai-je répondu. Comme je l'ai dit, nous sommes fiers que tu aies pu utiliser l'une de nos voitures pour ton acte héroïque. En plus, notre service marketing a dit à qui voulait l'entendre que c'était l'une de nos voitures, dit-elle, en riant encore plus fort maintenant. Nous obtiendrons probablement une publicité gratuite valant 100 fois la valeur de la voiture. J'avais passé une très bonne semaine. Maintenant, Anna m'a dit qu'Emma continuait de l'appeler et de lui envoyer des lettres, que Anna ne lisait pas mais renvoyait simplement. Enfin, Anna a décroché le téléphone au lieu de laisser le répondeur prendre l'appel. Après avoir vérifié que l'identifiant de l'appelant était correct, elle a hurlé dans le combiné « Arrête de me contacter, espèce de garce !» Alan ne te parlera jamais, jamais, jamais sauf par l'intermédiaire de ses avocats. Si tu rappelles, je ferai en sorte que ses avocats te poursuivent pour harcèlement, espèce de salope. Apparemment, Emma n'a pas essayé de la recontacter après cela. Elle a cependant contacté à plusieurs reprises mon avocat pour demander une rencontre. Il lui a dit que tout serait traité dans le cadre d'une procédure formelle. Alors que je prenais plaisir à mettre la pression sur Emma, les frais ont commencé à s'accumuler. Je savais que je devrais me présenter à une déposition dans l'affaire pour laquelle je poursuivais, et mon avocat m'a dit qu'Emma avait le droit d'être présente, bien qu'il puisse s'assurer que je n'ai jamais à lui parler directement. Alors que j'essayais de déterminer quel jour me conviendrait le mieux pour la déposition, le téléphone a sonné. « C'est Monsieur Simmons », a dit avec excitation ma secrétaire. « Waouh !» ai-je pensé, me reprenant. « Salut, Brad, quoi de neuf ?» ai-je demandé. « Super, Alan, et toi ?» Eh bien, à part ma bataille juridique avec mon ex-femme, les choses vont bien. Même ça se passe bien puisque je la fais transpirer, mais je n'aime pas ce que ça me coûte. Je dois aller à une déposition et j'essaie de choisir une date, ai-je bavardé. Vraiment, hein, a dit Brad. Je me suis soudain senti mal à l'aise. Désolé, Brad, je ne voulais pas te déverser tout ça. C'est juste que ton appel est arrivé au moment où je regardais mon calendrier, et je continuais. Eh bien, Alan, on a un peu de coïncidence ici. Je t'appelle pour te dire que le maire veut organiser une cérémonie pour t'honorer avec le prix du héros de l'année de la ville. Tu pourrais synchroniser cela avec ta déposition et te faire rembourser tes frais de déplacement, a dit Brad avec enthousiasme. Je ne suis pas fan de la publicité, Brad. J'ai refusé des dizaines de demandes d'interview, y compris de la part de 60 minutes. Mais je ne peux pas croire que la ville rembourserait mes frais de déplacement de toute façon. Ah, bon point, rit Brad. Je dois être honnête. Je vais payer tes frais de déplacement, mais parce que la cérémonie est vraiment importante pour ma petite fille. Elle-ci insiste pour faire un discours public te remerciant et je pense que c'est bon pour son développement et pour guérir son traumatisme. Alors je te supplie de venir. Mon Dieu, Brad, je ne veux vraiment pas te décevoir, mais j'hésite. Je n'aime vraiment pas attirer l'attention sur moi. Ça serait vraiment gênant pour moi. Brad m'interrompit. Je comprends, Alan, mais voilà le deal. Si tu viens, je paierai non seulement tes frais de déplacement, mais je couvrirai aussi les honoraires de ton avocat pour ton procès contre ton ex-femme et je te devrai le double. Je te promets que le fait de te devoir le double te sera très bénéfique. Je réfléchis un moment, probablement plus longtemps que je n'aurais dû car Brad dit « Tu es toujours là, Alan ?» Désolé, Brad. Je réfléchissais juste. En fait, tu as rendu impossible de dire non,
mais tu n'as vraiment pas à payer les honoraires de mon avocat. D'accord, mais je veux payer ton avocat. Je n'aime pas comment elle te traite. Je ne savais pas que tu avais intenté un procès, mais maintenant que je le sais, je veux t'aider. Ma secrétaire te donnera des instructions à transmettre à ton avocat et te fournira les dates potentielles pour la cérémonie. J'ai hâte de te voir, Alan. Merci, Brad, répondis-je joyeusement. La vie s'annonçait sous de bons auspices. Mon avocat était l'homme le plus heureux à qui j'avais jamais parlé quand il m'a appelé pour me dire que Brad Simmons prenait en charge toutes les dépenses. Son avocat personnel m'a dit de ne pas lésiner et de ne pas regarder à la dépense dans le cadre de mes obligations éthiques. Je suis sûr que mon avocat a vu ses honoraires doubler. Il va sûrement comprendre. La veille de la cérémonie, le cabinet de mon avocat a pris ma déposition. Comme prévu, Emma Ashton était là. Elle a essayé de me parler plusieurs fois, et à chaque fois j'ai agi de manière suppémature en me couvrant les oreilles avec mes mains, pendant que mon avocat lui demandait de ne pas me parler. Finalement, mon avocat a dit à l'avocat adverse, « Si votre cliente essaie de parler à la mienne une fois de plus, je mets fin à cette déposition et vous pourrez expliquer au juge pourquoi elle devrait se poursuivre dans ces circonstances. » Emma est partie en larmes. J'ai souri largement. La cérémonie était gênante, mais c'était aussi cool de rencontrer Brad en personne. Le discours de remerciement de la petite fille de Brad, Elsie, était la chose la plus adorable que j'ai jamais vue de ma vie et m'a tiré des larmes. Tout était parfait, jusqu'à la fin. Après la cérémonie, je discutais avec diverses personnes tout en tenant mon prix. Quand je venais de finir de parler avec le maire et que je me tournais pour partir, là se tenait Emma, le deuxième mari d'Emma et le mari actuel d'Emma, Kevin Ashton. Je n'avais même pas réalisé qu'ils étaient là. J'étais assez choqué qu'Emma ait bafouillé. « Alan, je tiens vraiment à te remercier d'avoir sauvé mes filles. » Je l'ai coupé. En lui faisant face, j'ai dit d'une voix basse, « Va te faire foutre, Emma. Si j'avais su que c'était tes enfants, je ne les aurais jamais sauvés. » Puis je me suis retourné pour partir. Je me sentais bien, car c'était la chose la plus cruelle que je pouvais lui dire. Enfin, je me sentais bien jusqu'à ce que je voie ces filles se tenant à l'écart, le visage choqué et triste. Il était clair qu'elles avaient entendu mon commentaire. C'est à ce moment-là que je me suis senti comme une vraie merde. Le fait que deux petites filles innocentes âgées de 6 à 9 ans aient entendu mon commentaire, qui n'était même pas vrai mais seulement destiné à blesser Emma autant que possible, me rongeait vraiment. J'y pensais encore et à comment arranger les choses 4 jours plus tard quand mon avocat a appelé. 2 choses, une bonne nouvelle concernant la décision et une offre de règlement de la part de l'avocat adverse, a-t-il dit. Vas-y, ai-je répondu. Le juge a décidé que nous pouvons présenter des preuves montrant comment Emma t'a laissé avec le bébé de quelqu'un d'autre dans son ventre dans notre rapport de dommages. C'est une grande victoire, et cela va les mettre en position défensive. Super, ai-je répondu. Quant à l'offre de règlement, elle a probablement été influencée à la fois par la décision du tribunal sur les preuves et par ton refus obstiné de même parler à Emma ou à ses deuxième et troisième maris. Ils ont offert de payer 500 000 $ pour abandonner l'affaire sans admettre de faute, et si tu abandonnes l'accusation de voies de fait encore en cours contre Emma. Tu devrais accepter, tu n'obtiendras jamais cette somme devant un tribunal, même avec des dommages punitifs, a dit mon avocat. Mes méninges se sont mis en marche. J'ai une contre-offre, ai-je dit. Je prendrai l'argent et abandonnerai l'affaire criminelle, mais Emma doit admettre que ses commentaires étaient diffamatoires et faux. Je me fiche qu'elle avoue une agression. Le principal est que j'obtienne une rencontre en face à face de 15 minutes avec ces 2 filles au palais de justice. Ni elle ni ses deuxième et troisième maris ne peuvent être présents. Juste leur avocat, toi, moi et les 2 filles, et les adultes de leur côté doivent accepter de ne pas essayer de me parler. Ils doivent également te laisser parler aux filles seules pendant 10 minutes chaque année jusqu'à leurs 18 ans. Si elles ne sont pas d'accord avec tout cela ou font ne serait-ce qu'un commentaire remettant en question pourquoi je veux voir les filles, nous irons au tribunal. Je ne sais pas ce que tu manigances, mais d'accord, tu es le chef, sourit-il. Mon avocat m'a rappelé 2 heures plus tard. Ils avaient accepté et proposé une date de rencontre. Dès que j'ai confirmé la date, j'ai appelé Brad sur son portable. Brad, c'est Alan Easton.
Tu as dit que je pouvais te joindre sur ton portable, alors je t'appelle. J'espère ne pas te déranger. Alan, je te dois 2 fois plus, donc même si tu me dérangeais, ce qui n'est pas le cas, je serais heureux de te parler. Au fait, ma petite fille s'est éclatée à la cérémonie, et elle a été vraiment touchée par les larmes dans tes yeux, toi le tendre. Merci, Brad, ai-je ri. J'ai expliqué à Brad ce que je voulais faire lors de la réunion avec les filles d'Emma. Pour cela, Brad devait me virer 400 000 $ que je rembourserai dès que j'aurai reçu le paiement d'Emma. Waouh, tu es encore meilleur que ce que je pensais, et j'avais déjà beaucoup de respect pour toi, a répondu Brad sincèrement. Bien sûr que je le ferai. Mon assistant virera l'argent à ton avocat d'affaires, qu'il rédige les documents. Merci, Brad. Nous sommes quittes, ai-je dit. Cela ne compte même pas comme une de mes 2 dettes, et tu ferais mieux de réclamer les 2, sinon je devrais faire quelque chose pour te mettre mal à l'aise, a-t-il plaisanté. Emma et Kevin Ashton regardaient nerveusement alors que l'avocat escortait ses 2 filles, Elizabeth et Jamie Ashton, âgées de 9 et 7 ans, dans la salle d'audience vide du tribunal. J'ai souri chaleureusement lorsque les filles sont entrées, leur ai serré la main, leur ai montré un tour que je pratiquais depuis une semaine pour les mettre de bonne humeur, puis je leur ai expliqué pourquoi je voulais les rencontrer. Je voulais vous dire en face que je suis vraiment fier d'avoir pu vous aider avec ces kidnappeurs. Je sais que vous m'avez entendu dire quelque chose qui n'était pas vrai à votre maman, et je voulais réparer cela, ai-je dit en m'asseyant et prenant chacune de leurs mains. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire quand tu as dit que tu ne nous aurais pas sauvés si tu avais su qui était notre mère ? Demanda Elizabeth, commençant à sourire. Non, 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 ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Vous deux, vous êtes géniales, des enfants merveilleux, et peu importe qui sont vos parents, je serai fier de vous aider à tout moment. Mais je n'apprécie vraiment pas votre maman pour des choses qu'elle m'a faites par le passé, et j'ai dit ce que j'ai dit juste pour lui faire du mal pour ce qu'elle m'a fait avant. Mais je donnerai ma vie pour vous sauver, vous deux. Pourquoi tu n'aimes pas notre mère ? Demanda Elizabeth en repoussant ses beaux cheveux blonds fraises qui cachaient l'un de ses yeux bleus pétillants. Ce n'est pas quelque chose dont tu as besoin de t'inquiéter. Tu dois juste savoir que cela n'a rien à voir avec vous deux, répondis-je aussi chaleureusement que possible. Après cela, la conversation s'est déroulée facilement. Le temps a filé, les 15 minutes étaient écoulées, et j'ai demandé à l'avocat d'Emma 5 minutes de plus. Il a accepté. Les filles, pour vous montrer à quel point je suis heureux d'avoir pu vous aider, je vous fais un cadeau à chacune. Monsieur Ham, mon avocat, a assez d'argent pour que vous puissiez toutes les 2 payer vos études universitaires, peu importe ce qui arrive à vos parents. Si vous avez besoin d'argent pour quoi que ce soit lié à l'université, il vous suffit de l'appeler et il s'en occupera pour vous. Voici 2 de ces cartes de visite pour vous. Monsieur Ham vous appellera à cette date chaque année jusqu'à ce que vous ayez terminé vos études universitaires pour voir si vous avez besoin d'argent et comment vous vous en sortez. Mon amie Elsie m'a dit que les études universitaires coûtent une fortune, dit Elizabeth, les yeux écarquillés. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je donne l'argent à Monsieur Ham, pour que vous puissiez toutes les 2 y aller quoi qu'il arrive. Les 2 filles m'ont serré dans leurs bras et m'ont embrassé sur la joue. Il y avait une larme dans les yeux d'Elizabeth. Une dernière chose. Voici des bagues assorties pour nous. J'en ai déjà donné une à ton amie Elsie. Elles sont censées montrer que nous avons une amitié éternelle car je vous ai aidé et vous m'avez aidé en me donnant plus de joie que je n'aurais jamais pu imaginer, ayant eu l'honneur de vous aider, dis-je. Sur ces mots, j'ai glissé une bague en plastique multicolore à l'annulaire droit de chacune d'elles, même si elle était trop grande pour elles, et j'ai mis une autre bague identique à mon petit doigt droit. Elles ont souri, m'ont donné un autre câlin et un baiser, puis ont quitté la pièce. L'avocat d'Emma était abasourdi. Il a failli tomber en arrière en regardant sa copie des accords de fiducie qui réservait 200 000 $ pour chacune des filles, montant qui serait doublé dans 10 ans et placé en fiducie pour leurs études, le reste leur étant remis à leur diplôme universitaire. J'étais un peu secoué, alors mon avocat et moi sommes restés dans la salle des jurés pendant environ 5 minutes de plus avant de nous lever pour partir. Lorsque nous sommes sortis, il était clair que l'avocat d'Emma avait expliqué à elle et à son mari ce qui s'était passé, et elle sanglotait au bord de l'évanouissement. Pour toute personne normale,
Cela signifierait qu'elle était bouleversée par ma générosité et savait que même si je la détestais, j'aimais beaucoup ses enfants. Que ses émotions étaient vraiment les siennes, je ne le saurais jamais, car je me suis simplement éloigné, faisant un petit signe à Elisabeth et Jamie. Juste après mon 42e anniversaire, je suis retourné dans ma ville natale. Au cours des 12 années depuis que j'avais réglé mon procès contre Emma, j'avais vu mon thérapeute une fois par an, moment où elle m'avait dit que ma haine et ma colère envers Emma étaient totalement sous contrôle. Mais je n'étais toujours pas dans une relation sérieuse. Cela contrariait ma psy, mais elle n'avait aucune solution autre que la possibilité d'un coup de chance qui m'aiderait à surmonter ce dernier obstacle. Je travaillais pour Brad Simmons sur des projets spéciaux depuis 11 ans et j'étais assez proche de devenir moi-même un homme riche. Maintenant, Brad me poussait à ouvrir un commerce pour lui dans ma ville natale. Comme je n'avais plus la peur de croiser Emma que j'avais il y a 12 ans, j'étais impatient car je pourrais voir Anna, Jeff et mes formidables nièces et neveux de 11 et 9 ans bien plus souvent. Dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle entreprise, j'ai engagé une agence de relations publiques. Une femme de 22 ans nommée Betsy Destino m'a été assignée. Au début, j'étais déçu qu'ils aient confié une personne si jeune, fraîchement sortie de l'université, à mon compte, bien que le président de l'agence de relations publiques ait juré qu'elle était la meilleure personne pour le poste et qu'il la remplacerait si je n'étais pas satisfait. Quand j'ai rencontré Betsy, j'ai été choqué. Au début, elle me semblait familière, mais j'ai vite réalisé que je n'avais jamais vu quelqu'un comme elle auparavant. C'était la femme la plus magnifique que j'ai jamais vue dans la vraie vie, à part Emma et René. Elle avait de longs cheveux blonds, des yeux bleus pétillants, un petit nez retroussé, des lèvres pulpeuses, un corps digne de l'édition maillot de bain de Sport Illustrated, et elle était la définition de la jovialité et de l'amabilité. Betsy était aussi une travailleuse acharnée et avait de superbes idées. J'ai passé plus de temps avec elle que je n'aurais dû car j'étais simplement fasciné par elle. Mais l'entreprise a connu un démarrage fulgurant grâce à cela. Presque chaque jour, je me demandais « Pourquoi n'ai-je pas pu rencontrer quelqu'un comme elle quand j'avais 21 ans ?» Son habitude de toucher mon bras quand elle riait aurait presque pu me faire perdre les pédales. Lorsque son contrat de 3 mois avec l'agence de relations publiques a pris fin, ce fut un jour triste pour moi. J'aurais aimé la garder en poste, mais son entreprise avait d'autres projets pour elle et je ne pouvais pas le justifier si Brad me posait des questions à ce sujet. Alors que Betsy et moi nous disions au revoir dans mon bureau, elle a bouleversé ma vie. « Maintenant que je ne travaille plus pour vous, vous pourriez m'emmener dîner et voir un spectacle, » a-t-elle dit, me regardant droit dans les yeux comme un cobra. Eh bien, balbutiai-je. Avant que je puisse répondre, elle me serra fort dans ses bras, chuchota à mon oreille, « Appelle-moi ou je te hanterai », puis, en écartant les lèvres, glissa un bout de papier avec son numéro de portable dans ma main. Ce soir-là, je me suis invité chez Anna pour dîner. Les enfants étaient surexcités de me voir et des cadeaux que je leur avais apportés. « Arrête de les gâter », gronda Anna alors qu'ils couraient dans la maison en serrant leur dernier trésor de l'oncle Al. Après le dîner, pendant que Jeff mettait les enfants au lit, Anna dit « Quoi de neuf ?» Je connais ce regard. « Tu veux parler ?»« Oui, je veux », fut tout ce que je dis en marchant main dans la main avec elle jusqu'au salon. Anna était la seule personne sur Terre en qui j'avais une confiance totale pour être honnête avec moi. Notre amour l'un pour l'autre était si profond que rien ne pouvait le briser, nous permettant d'être totalement francs. Je lui ai parlé de Betsy pour la première fois, lui montrant même une photo. « Je crois avoir vu cette femme, mais je n'arrive pas à la situer, » dit-elle, l'air perplexe. Elle est clairement un 10 en matière de beauté. Et sa personnalité correspond à son apparence. J'ai remarqué ça. Puis je lui ai raconté ce que Betsy m'avait dit et lui ai montré le bout de papier avec son numéro de téléphone et un petit cœur dessus. « Anna, sois franche avec moi, est-il possible que cette femme me trouve réellement attirant ? Je suis plus de 20 ans plus âgé qu'elle et elle pourrait probablement avoir presque n'importe quel homme hétéro qu'elle veut. » Anna me regarda intensément. Puis elle répondit sérieusement, « Alan, tu es beau, en super forme et riche. » C'est possible. Certes, les chances sont encore inférieures à 50, mais ça vaut le coup d'essayer. En fait, je dirais que si tu n'essaies pas, tu es un putain d'idiot.
Mais ne te fais pas trop d'illusions et garde des attentes réalistes à chaque étape. Je souris, me levai, tirai Anna sur ses pieds et lui donnai une grosse étreinte et un baiser. Anna, tu es la meilleure. Merci pour le repas. Je dois passer un coup de fil. Je sortis de la maison sous les rires d'Anna alors qu'elle refermait la porte derrière moi. Quand je suis allé à mon rendez-vous avec Betsy ce samedi soir, j'étais nerveux comme pas possible. En 5 minutes, elle m'avait mis à l'aise avec son sourire, ses yeux pétillants, sa conversation facile et ses gestes. Beaucoup de gestes. Nous avons passé un super dîner. La conversation coulait comme si nous étions de vieux amis. Elle tenait ma main pendant la majeure partie du spectacle. En rentrant en voiture, elle posa sa main sur ma cuisse et dit « Et si on passait la nuit chez toi ?» Son regard aurait pu faire fondre de l'acier. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, nous sommes allés directement dans la chambre. Les 14 prochains mois ont été les meilleurs de ma vie. Même si Betsy me rappelait parfois que nous n'étions pas exclusifs et que si elle se fiançait un jour, notre relation prendrait fin, elle était la femme la plus aimante, la plus belle, la plus audacieuse, la plus vibrante de l'histoire. Elle était une déesse virtuelle. Betsy sortait généralement en rendez-vous les vendredis et samedis, et parfois partait en week-end en dehors de la ville. Nous ne parlions presque jamais de ses autres amants. Nous allions dîner, voir des spectacles, assister à des événements de bienfaisance, et même passer un week-end de 3 jours dans le complexe le plus cher de la côte Est. Je me sentais si bien et si satisfait de ma vie que j'ai commencé à fréquenter d'autres femmes. J'ai trouvé plusieurs femmes 5 ans plus jeunes et 5 ans plus âgées avec qui j'aimais être. Je n'ai jamais cherché à les comparer à Betsy, car ce serait totalement injuste pour elle. Un jeudi soir, Betsy m'a réveillé dans le lit et a dit « Il faut qu'on parle ». D'accord, ai-je dit, prenant ses mains dans les miennes et remarquant pour la première fois la bague à son petit doigt droit. Il faisait trop sombre pour distinguer à quoi elle ressemblait. « Tu as entendu parler d'Eric, et tu l'as rencontré une fois, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle demandé. J'avais croisé Betsy et le grand blond d'1,90 m qu'elle m'avait présenté comme Eric un samedi soir dans un restaurant alors que j'étais avec une autre personne, et Betsy parlait parfois de lui. Bien sûr, ai-je répondu, réalisant où cela allait mener. Eh bien, il m'a demandé en mariage. Je suis amoureuse de lui et je vais lui dire oui lundi, a-t-elle dit, me regardant dans les yeux. Si tu l'aimes, pourquoi ne lui as-tu pas déjà dit oui? Ai-je demandé avec un nœud dans la gorge. Parce que je t'ai dit dès le début de notre aventure que dès que je me fiancerais, notre histoire serait finie, et je veux avoir une dernière aventure avec toi. Je veux t'emmener dans un complexe ce week-end pour que tu puisses me dire au revoir comme il se doit. Waouh, ai-je répondu, complètement abasourdi. Ce serait génial, mais tu n'as pas à payer, ai-je dit quand elle m'a interrompu. C'est moi qui paye. J'ai plein d'argent. Mais je dois d'abord t'ouvrir complètement les yeux, alors ne dis pas oui tout de suite, a-t-elle dit. Betsy a alors allumé la lampe de chevet et a porté son petit doigt devant mon visage. La lumière de la lampe a mis en valeur une bague multicolore en plastique. Mon esprit était bouleversé quand elle a dit « Je suis Elizabeth Ashton ». Destino est le mot italien pour le destin, et je l'utilise uniquement comme nom commercial. Jamais de ma vie je n'avais été aussi sans voix. Les émotions ont inondé mon cerveau et mon corps, et tout ce que je pouvais faire était de la regarder bouche bée. Elle a réalisé que je ne pouvais pas parler et a continué. Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier comme il se doit pour avoir sauvé ma vie et celle de ma sœur Jamie. J'étais obsédé par le fait que tu m'aies non seulement sauvé, mais que tu m'aies aussi donné une fiducie de 200 000 $. Je devais en savoir plus sur toi. J'ai remarqué des larmes dans ses yeux, et les miens ont commencé à s'embuer aussi. Quand j'étais adolescent, j'ai obtenu une transcription de ton témoignage de ton avocat, le faisant jurer de ne jamais te le dire. Quand j'ai vu comment ma mère te traitait, j'ai été choqué et honteux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne serais jamais, jamais comme elle. Même si elle m'aimait vraiment et faisait de son mieux pour élever ma sœur et moi, je n'ai jamais pu la regarder de la même manière depuis. Betsy, Elizabeth, a continué, en prenant une profonde inspiration. J'ai décidé de compenser la façon dont elle t'a maltraité, alors j'ai pensé que je m'amuserais avec toi. J'ai découvert que tu es un homme et un amant incroyable,
Et j'ai continué à entretenir cela à la fois pour mon plaisir personnel et comme un moyen de te remercier, et j'ai essayé de ne jamais te tromper sur nos chances à long terme. Enfin, j'ai réussi à parler. Tu es incroyable, c'est tout ce que j'ai pu marmonner en la serrant fort. Après quelques secondes, Betsy m'a repoussé, essuyé mes larmes, et a dit « Est-ce que cela signifie que tu vas partir avec moi pour le week-end et me laisser dépenser une partie des plus de 300 000 $ qu'il me reste de la fiducie que tu as mise en place pour moi? Tu m'as donné le plus beau cadeau que quelqu'un puisse offrir, lui ai-je dit, commençant à reprendre mes esprits. Tu t'es tellement donné que tu as changé ma vie. Il n'y a plus de haine ni de colère dans mon cœur, seulement de l'amour et de la paix. Ce serait un honneur de passer un dernier week-end avec la personne la plus belle intérieurement et extérieurement au monde. Ce vendredi, ce samedi et ce dimanche matin ont été les jours les plus doux amers de ma vie. Je n'étais pas ouvertement triste, même si je devais admettre que j'étais amoureux de Betsy. C'était parce que j'étais tellement heureux pour elle et reconnaissant envers elle. Fidèle à sa parole, Betsy ne m'a jamais recontacté après avoir accepté la proposition d'Eric, bien que nous soyons restés de bons amis. Elle m'a même présenté à ma fiancée, C.E. Grace, une veuve de 2 ans de moins que moi qui dirige la charité où travaillait Betsy. Je n'ai pas jugé nécessaire de dire quoi que ce soit à Grace à propos d'Emma, puisqu'elle n'était plus une partie de ma vie à présent. Grace et moi sommes allés au mariage de Betsy et Eric 9 mois après que Betsy ait dit oui à la proposition d'Eric. Bien sûr, je savais que je verrais Emma là-bas, mais comme je n'avais plus de haine ni de colère en moi, je n'étais pas inquiet à ce sujet. C'était une belle cérémonie et une réception animée, et j'étais aux anges pour Betsy. Lors de la réception, j'ai remarqué qu'Emma m'évitait. Je suis sûr qu'elle pensait que je lui sauterais à la gorge à nouveau si elle essayait de me parler. Juste avant que Grace et moi partions, cependant, j'ai retrouvé Emma. Elle avait l'air choquée quand je me suis approché d'elle, ayant interrompu une conversation avec l'une de ses amies, et se préparait clairement à des ennuis. « Emma, lui dis-je, la regardant droit dans les yeux et tenant ses 2 mains. Je dois te féliciter d'avoir élevé la femme la plus incroyable de l'histoire. Elisabeth est unique en son genre. Je suis sûr qu'elle n'aurait jamais pu devenir la personne fantastique qu'elle est si tu n'avais pas été sa maman aimante. Tout le meilleur pour toi. » Sur ces mots, je me suis retourné et me suis dirigé vers Grace, laissant Emma là, figée dans un silence stupéfait. En rejoignant Grace, elle m'a dit « Je pense que la maman de Betsy voulait te dire quelque chose. » Elle tendait la main vers toi alors que tu t'éloignais, et je crois avoir vu ses lèvres dire « Je suis désolé. » Pourquoi aurait-elle pu s'excuser? Aucune idée, ma chérie, ai-je répondu à Grace, l'entraînant rapidement hors de la salle de bal. Peut-être qu'elle pense que je n'ai pas aimé le gâteau de mariage.